Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Temps d'antenne. Temps d'antenne, une émission dominicale qui relate les faits d'actualité, les faits saillants de l'actualité finissante de la semaine, en compagnie de son invité qui, par principe, est toujours très au fait des questions soulevées à cet effet. Désormais, ce sera tous les dimanches de 11h à midi sur Go Dakar TV et pour cause, Go Dakar TV est la chaîne digitale qui vous mène de l'avant. Pour ce premier numéro de Temps d'antenne, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Mamadou Sy Albert, journaliste et politologue. Monsieur Sy, bonjour d'abord et merci d'avoir bien voulu donner une suite favorable à notre invitation. Merci Djibril, je te remercie pour ton invitation, surtout pour une première émission. Vraiment, je suis très content et également très solidaire à ton émission et à ton initiative. Et je te souhaite vraiment bon vent pour cette initiative heureuse. Merci beaucoup, doyen, comme nous le disons communément. Alors, conformément à l'émission, au format de l'émission, nous allons visiter brièvement la biographie de notre invité, M. Mamadou Sy Albert. Mamadou Sy Albert, Mamadou Sy à l'état civil, est journaliste, consultant de profession. Les compétences techniques qui lui sont reconnues sont le journalisme, la communication et la recherche en éducation. Il est également écrivain et auteur d'une quinzaine d'ouvrages. Son cursus universitaire est sanctionné par un diplôme de l'École des hautes études stratégiques de Paris, sans omettre son statut de doctorant. Ses expériences professionnelles sont nombreuses et variées. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, Monsieur Sy, conformément à l'émission, nous allons commencer par la politique, qui est l'actualité dominante cette fois-ci. Alors, il s'agit du Premier ministre Ousmane Sonko, qui, comme vous le savez, semble avoir une corrélation avec ce qu'on peut appeler la polémique, parce que quand il était de l'opposition, il y avait tellement de polémiques autour de lui, à chaque fois les arrestations, etc. Mais même quand il est au pouvoir, à la station primatoriale comme aujourd'hui, et on a vu avec la DPG, la déclaration de politique générale, qu'il a refusé de le faire à l'Assemblée nationale et il a même donné un ultimatum, c'est-à-dire le 15 juillet, si l'Assemblée nationale ne règle pas son règlement, disons, intérieur, ne règle pas ses problèmes internes, il va le faire devant un parterre de journalistes, d'étudiants, en tout cas une assemblée autre que l'Assemblée nationale. Et ça va être une première si jamais la menace est mise à exécution. D'abord, vous qui suivez l'actualité politique de manière constante, est-ce que Ousmane Sonko doit-il, oui ou non, avant le 5 juillet qui va marquer, disons, ces 3 mois de présence à la tête de la primature du Sénégal, doit-il aller à l'Assemblée et faire sa déclaration de politique générale comme ses prédécesseurs? Je crois, a priori, Ousmane Sonko, c'est le chef d'une équipe gouvernementale, que cette équipe gouvernementale, elle est constituée sur la base des principes de la République, et naturellement, un Premier ministre, il doit aller devant le Parlement. Maintenant, la question, c'est pas est-ce qu'il doit aller, il a dit qu'il est prêt. Il a fait une déclaration hier comme quoi qu'il est prêt à aller devant l'Assemblée, qu'il est même impatient d'y aller. Donc le principe ne se pose pas au niveau de la déclaration ou du déplacement du Premier ministre. La question, c'est il y a une mésentente entre le chef du gouvernement et l'Assemblée nationale, ou disons avec une composante de l'Assemblée nationale, précisément Benno. Il y a une interprétation divergente du règlement intérieur. Ousmane Sonko soutient que tel que le règlement intérieur est aujourd'hui, il n'envisage pas la présence du Premier ministre ou en tout cas
son déplacement pour aller faire sa déclaration. C'est ça la question de fond. Les autres, le Benno, pensent que même s'il n'y a pas eu modification ou réajustement du règlement intérieur, impérativement Ousmane Sonko doit aller au Parlement. Donc on est devant un conflit d'interprétation, non pas de la Constitution, mais c'est le règlement intérieur qui est le point d'achoppement entre le chef du gouvernement et le Benno. Maintenant, on est dans une guerre de positionnement, je crois, pour dire clairement les choses. Il y a un conflit d'intérêts. Le Benno veut coûte que coûte que Ousmane Sonko vienne. Le Premier ministre ne l'entend pas de ses oreilles. Il va, si jamais l'Assemblée ne modifie pas son règlement intérieur, il menace effectivement qu'il va aller vers une Assemblée populaire. C'est une première. Mais politiquement, il ne faut pas croire que c'est anticonstitutionnel. La constituante, par exemple, c'est une procédure qui existe, qui est juridique, qui est politique, qui est... Donc, il peut aller vers une assemblée populaire. Mais bien sûr que c'est la politique, c'est d'envisager des alternatives. Si j'ai la possibilité d'aller devant le Parlement, que le règlement est modifié, je vais naturellement devant le Parlement. Mais à partir du moment où il y a un conflit ouvert, l'Assemblée ne modifie pas son règlement intérieur, je choisis une alternative. Une alternative, telle qu'il l'a en tout cas déclinée, c'est une Assemblée populaire, où il y aura le gouvernement, où il y aura peut-être les parlementaires de son mouvement, où il y aura tous les segments de la société qui vont l'accueillir. C'est même, il a dit, un jury où il y aura un débat contradictoire, libre et démocratique et transparent. Cette Assemblée aura-t-elle le même poids juridique que l'Assemblée nationale? Non, ce n'est pas la même option. C'est une fois que tu franchis ce pas, tu mets fin à l'Assemblée nationale actuelle. C'est une façon de dissoudre l'Assemblée sans la dissoudre. C'est une façon politique de dissoudre l'Assemblée nationale, que je vais devant un peuple souverain qui peut-être va valider mon discours. Et à partir de là, mais je n'ai plus de raison de retourner à l'Assemblée nationale. Je vais vers des élections législatives. C'est ça la démarche politique. Maintenant, elle n'est pas républicaine, elle n'est pas juridique. On peut l'entendre. Mais à partir du moment où il y a un conflit ouvert, le mieux, c'est de trouver un consensus. Mais si vous ne trouvez pas de consensus, Ousmane Sonko et son gouvernement peuvent très bien faire recours à cette Assemblée souveraine. Mais du moment que Benno est majoritaire, largement majoritaire d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas encore eu d'élection, pourquoi Benno ne modifie pas le règlement intérieur afin de permettre à Ousmane Sonko, dans les règles de l'art, de présenter sa DPG, sa déclaration de politique générale? Et pour moi, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Vous allez à une présidentielle. Les Sénégalais élisent un président de la République. Le président choisit son premier ministre, forme son gouvernement. Le président, il sait très bien qu'à l'Assemblée, il n'a pas de majorité politique. Il a reçu le président de l'Assemblée nationale. Il sait que tous les groupes parlementaires fonctionnent. Donc l'Assemblée devrait s'auto-saisir. D'autant que Doudou Wade, par exemple, pour ne citer que le cas de Doudou Wade, ça fait des semaines qu'il a alerté l'Assemblée nationale pour dire essayez de réajuster le règlement intérieur. Il y a d'autres qui ont dit que vous êtes dans l'illégalité si vous ne réajustez pas le règlement intérieur. Mais le président de l'Assemblée, rien n'empêche le président de l'Assemblée nationale de réunir le bureau, de convoquer une session spéciale et de revoir le règlement intérieur et envisager, en fait, c'est même pas envisager, c'est de remettre toutes les dispositions qu'ils avaient enlevées en tant qu'institution. Mais ça, ils peuvent le faire en une journée, en 2 jours. Une session spéciale ne demande pas réellement beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Et ils allaient créer un consensus au niveau de l'Assemblée. Que ce soit... Donc c'est un combat politique qui sous-tend tous ces tiraillements. Moi, je crois que c'est même un combat politicien. C'est un combat à la limite personnel. Il y a une guerre entre la personne de qui? Du Premier ministre. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu quelqu'un critiquer le président de la République. Oui, justement.
C'est quand même bizarre. Ah ouais. On aurait dû Alors que dire, c'est le président de la République qui officiellement définit la politique de la nation. c'est lui qui définit la politique de la nation, c'est lui qui désigne son Premier ministre. Ouais. C'est lui l'interlocuteur institutionnel de l'Assemblée. Donc s'il y a un conflit, même s'il a supposé qu'il y a un conflit politique entre une fraction de l'Assemblée et le Premier ministre, mais pourquoi le président de l'Assemblée ne saisit pas le président de la République? Oui. Mais quand même, c'est le bon sens. Qu'il y a un conflit, il y a un problème, je suis chef du pouvoir législatif. Je vais vers une crise. Mais je saisis le président de la République. Mais pourquoi je ne saisirai pas le Conseil constitutionnel? Est-ce qu'ils n'en veulent pas à la personne de Ousmane Sonko pour avoir été, entre guillemets, l'artisan de la chute de Macky Sall, entre guillemets? Moi, je crois honnêtement, c'est le prolongement de la présidentielle qui se joue là. Pendant la présidentielle, on a vu tous les rebondissements qu'il y a eu dans l'organisation de cette présidentielle. Bon, finalement, le président de la République a accepté de se soumettre aux décisions du Conseil constitutionnel. Là, on prolonge le débat. Bon, au lieu, à la place comment on dit, à la place de la Constitution, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée qui est l'objet du débat. Soit tu consultes le président de la République, tu règles le problème entre exécutif et législatif, ou soit tu consultes le Conseil constitutionnel. Oui. Le président de l'Assemblée nationale ne veut pas prendre cette initiative, peut-être. Alors que, si tu vois la... Mais il y a un député, Mamadou Lamine Diallo, pour ne pas le nommer, qui a menacé de traîner, de traîner l'Assemblée devant les cours et tribunaux. Mais parce que c'est la seule alternative qui reste. C'est le Conseil constitutionnel qui doit décider. Et le Conseil ne peut pas s'auto-saisir dans cette affaire de règlement intérieur, mais le président de l'Assemblée peut saisir le Conseil constitutionnel. Dire que je suis devant un cas, la Constitution prévoit le passage du président, du chef du gouvernement. Dans mon règlement intérieur, on avait biffé les dispositions. Qu'est-ce qu'il faut faire juridiquement? Quelle est la solution? Si vous ne faites pas recours à une procédure juridique, ce qui se passe actuellement, c'est des guerres entre Ousmane Sonko et des députés. Ce n'est pas une guerre de l'Assemblée contre Ousmane Sonko. Ce n'est pas l'institution qui est en train d'attaquer Ousmane Sonko. Non, c'est des parlementaires du groupe de Benno. Donc, on crée une crise imaginaire. Okay. Pour des raisons, pour des calculs, que les autres calculent que le passage Ousmane Sonko, ça va être une occasion de brandir une menace de la censure. Les autres vont dire qu'on va lui rendre la monnaie, le gatsa parlementaire. Oui. Mais chacun règle suivant sa susceptibilité. Ce qui fait que on crée un conflit imaginaire. Est-ce que la dissolution ne serait pas la solution pour vraiment avoir une assemblée avec une autre majorité et tenter de faire marcher le pays? En tout cas, à mon avis, si le président de l'Assemblée ne prend pas l'initiative de convoquer le bureau, de proposer une session parlementaire, qu'il ne consulte pas le président de la République, le président du Conseil constitutionnel, si on ferme la perspective de l'apaisement, s'il n'y a pas d'initiative pour aller dans le sens de dénouer la crise, il n'y aura qu'une seule réponse, c'est la dissolution de l'Assemblée. Qui va intervenir dans... Ça ne peut pas se faire tout de suite. En tout cas, le président de la République, je crois à l'état actuel, c'est le président Diomaye qui doit prendre l'initiative. Jusqu'à septembre, parce qu'il faut que ça dure 2 ans. Il peut prendre l'initiative. Avant même l'échéance de 2 ans. Avant. Moi, je trouve que le président Diomaye ne doit pas accepter une crise imaginaire. Oui, je pense. Il doit prendre sa responsabilité. Donc, Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, peut dissoudre l'Assemblée nationale avant qu'elle n'atteigne 2 ans. Mais bien sûr. Est-ce que ce ne sera pas anticonstitutionnel? Non, je ne crois pas. Le président est habilité à convoquer le corps électoral. À partir du moment où je suis élu, j'ai mon gouvernement, je ne peux pas travailler avec cette Assemblée qui n'accepte pas mon Premier ministre. Je n'ai qu'une alternative, c'est je redonne la parole à mon peuple, le peuple souverain.
Tout le monde sait qu'à partir de septembre, comme tu dis, il a la légalité pour dissoudre. Mais même avant septembre? Même avant septembre, il va convoquer le corps électoral. Parce que c'est le seul capable de convoquer un corps électoral. D'accord. S'il le fait demain matin, mais tout ce débat-là va être écrasé. Et les Sénégalais vont, maintenant, je crois trancher. Que le président Diomaye ne voulait pas peut-être en arriver là. Parce que quand même, il a reçu le président de l'Assemblée nationale. Il a désigné son premier ministre et Sonko, d'après ce qu'il a dit, il a l'autorisation du président pour aller à l'Assemblée. Donc, le président, je crois, peut-être qu'il est naïf en croyant qu'il a un bon rapport avec l'ancien président, donc son gouvernement pourra travailler avec... parce que c'est Macky Sall encore le chef de cette majorité parlementaire. Donc peut-être qu'eux, ils croyaient que ça va être des liens, des relations amicales, ils vont travailler jusqu'au mois de septembre, mais tel n'est pas le cas. L'esprit de l'APR et de Benno, c'est d'aller en guerre contre son premier ministre. Contre Ousmane Sonko. Contre Ousmane Sonko. Macky Sall, l'ancien président, n'est-il pas derrière pour tirer les ficelles? Ce n'est pas envisageable, non? Politiquement, c'est envisageable parce que si vous regardez rationnellement, ou en tout cas le bon sens, aujourd'hui voudrait que Benno travaille avec tous les groupes parlementaires. Ils ont la majorité. S'ils ne veulent pas de quelque chose, ça ne va pas passer. Donc quel intérêt Benno a à créer cette paralysie de l'Assemblée? Il y a donc des groupes radicaux. À mon avis, c'est les radicaux de l'APR. Il ne faut pas exclure. C'est eux qui ont mené Macky Sall à l'impasse quand il était au pouvoir. C'est les radicaux qui ont mené la lutte contre Ousmane Sonko. Et ils sont toujours à la manœuvre? C'est eux. Je pense que c'est cette perception radicale, cette opposition frontale à Ousmane Sonko, qui fait que même le président de la République, on ne peut pas dire qu'il est étranger à ça. Parce que quand même, c'est le chef de l'APR. C'est lui qui devrait... il ne devrait même pas accepter aujourd'hui cette fronde de l'Assemblée contre le Premier ministre. S'il ne tire pas les ficelles aussi, il laisse faire. En tout cas... Macky Sall, je pense qu'il est le responsable politique. Donc, si son groupe se comporte de cette manière, ils ont l'accord du chef. Alors, nous allons avancer, M. Mamadou Albersi, journaliste et politologue, à propos toujours de la personne de Ousmane Sonko. Alors, on a vu qu'on l'accuse d'outrepasser son rôle de Premier ministre et de surfer sur celui du président de la République. Il y a même le commissaire Cherna Sadibou Keïta et compagnie qui ont déposé, disons, une plainte auprès du Conseil constitutionnel pour abus de pouvoir, parce qu'ils ont vu, d'après eux, un Premier ministre qui joue le rôle d'un président de la République à la place de Bassirou Diomaye Faye qui a été élu. Est-ce que vous, en tant que quelqu'un qui suit l'actualité politique, vous avez senti ça? Non, je ne crois pas. Je crois que là aussi, c'est des critiques abusives. De la Constitution sénégalaise, elle est claire. Ce sont les Sénégalais qui ont élu le président de la République. Il n'y a pas de doute, on n'a pas élu Sonko ou un autre. C'est le président de la République, Diomaye, qui a été élu. C'est Diomaye qui a choisi son Premier ministre. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas Sonko qui a choisi. Il a proposé peut-être la candidature de Diomaye, mais sur le plan des principes, aujourd'hui, Sonko travaille pour le président de la République. Les fonctions sont claires. Il n'y a pas possibilité de confondre la fonction du président de la République et la fonction du Premier ministre. Si Diomaye le veut, demain, il démet Ousmane Sonko. Mais on a vu Ousmane Sonko se prononcer sur des accords militaires avec la France, envisager des voyages dans les pays de l'AES, c'est-à-dire Alliance du Sahel, alors que Diomaye Faye n'a pas encore mis les pieds là-bas, donc tout ça, alors qu'on sait que le militaire et la politique étrangère, tout ce qui est du domaine militaire et tout ce qui est du domaine de la politique étrangère appartient, c'est-à-dire est la chasse gardée du président de la République. Ça aussi, ce n'était pas une immixtion? Non, je ne crois pas. Prenons les choses à leur niveau. Hein. C'est que le Premier ministre, c'est le collaborateur principal du chef de l'État.
il peut représenter le chef de l'État à toutes les fonctions du chef de l'État. Que ce soit la politique étrangère, que ce soit les ministères de souveraineté, mais c'est son homme de confiance, c'est l'orchestre. Mais quand tu as confiance à ton Premier ministre, vous avez la même vision, vous avez la même démarche, vous avez confiance en lui. Il n'y a pas, je crois que le bon sens voudrait que si tu as un tel Premier ministre, que tu l'utilises pour t'épauler, tu délègues. Le président de la République délègue ses fonctions à son Premier ministre. Comme il peut déléguer ça à un ministre, comme il peut déléguer ça à un envoyé spécial. Ousmane Sonko n'est qu'un délégataire du pouvoir du président de la République. Maintenant, si on simplifie, mais même dans les règles du sport, tu as un capitaine. Mais le capitaine, il a une fonction. Mais ça ne veut pas dire que le capitaine ne peut pas se substituer aux joueurs. Tu es capitaine, c'est toi le leader, c'est toi qui incarne le leadership, c'est toi qui décide, c'est toi, tu peux engueuler, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si vous êtes sur le terrain, le capitaine, supposons qu'il voit qu'il faut peut-être qu'il renforce son milieu. Ou qu'il renforce. Combien de fois on a vu des arrières marquer des buts? Mais peut-être cette polémique est nourrie par le fait que Ousmane Sonko a une spécificité, une spécialité, c'est-à-dire que c'est un Premier ministre, certes nommé par le président Bassirou Diomaye Faye, mais politiquement très puissant. Plus puissant même que le président de la République, puisque donc disent que si Diomaye Faye est assis là aujourd'hui, c'est grâce en partie à l'appui de Ousmane Sonko. Et là aussi, peut-être ça peut jouer dans les relations entre les deux hommes, non? Oui, tout à fait. Bon, maintenant, là, on est en politique pure. Ousmane Sonko, c'est le président du PASTEF. C'est le leader de la coalition qui soutient Diomaye. Ousmane Sonko, c'est lui qui a élaboré le plan de campagne de Diomaye. Et qui l'a fait élu. Oui. Ben, cette personne-là, comment on peut faire croire que Ousmane Sonko doit s'effacer après la victoire de son candidat? Il est le président. Il est le chef de la coalition. Même dans l'opposition aujourd'hui sénégalaise, tout le monde sait que Ousmane Sonko, c'est le leader. Il a la confiance des électeurs. Mais cette personne-là, comment on peut imaginer une seule fois qu'il va se mettre à l'écart et laisser son... Il pouvait par exemple s'occuper du PASTEF et laisser Diomaye Faye diriger le pays. Mais c'est ça l'option de Diomaye. C'est de dire que tu m'as fait élire, mais allons-y jusqu'au bout. Mais Ousmane Sonko sait que dans le contexte actuel, politiquement, c'était trop risqué de laisser le président Diomaye seul au pouvoir. Qui cautionne aujourd'hui la présence du PASTEF au pouvoir? C'est Ousmane Sonko. Diomaye s'est retiré, il n'est plus secrétaire général. Aujourd'hui, la seule personne qui peut faire confiance au PASTEF, aux militants, aux sympathisants, c'est Sonko. Donc cette personne-là, tu ne peux pas l'écarter du pouvoir. Mais son nombre aussi va t'influencer. Ça, on n'y peut rien. Ousmane Sonko, quand il prend la parole en tant que chef politique, mais personne n'est insensible aux propos de Ousmane Sonko. Moi, je ne crois pas que ce soit encore une fois des personnes. Prenez Wade. Ce n'est pas la personne de Wade. Mais Wade, pendant 25 ans, Wade, quand il prend... Des fois, les PS ne voulaient même pas qu'il assiste au baptême. Mais parce que c'était un leader, il était influent. Mais ça, on n'y peut rien. Sonko, c'est pareil. Macky Sall a commencé par lui. Il a été leader. Pendant 12 ans, il n'y a pas une seconde de Macky Sall. Donc, le leader, c'est qu'on le veuille ou non, c'est une personnalité qui a ses caractéristiques, qui a son style. Mais le plus important, c'est qu'il est leader. Ouais. Et Sonko aussi, qu'on le veuille ou pas, c'est lui le leader, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, du PASTEF. Et même le président de la République, je crois qu'il lui doit une dette morale. Maintenant, si vous rajoutez quelque chose qui est particulier à ces deux-là, ou aux militants du PASTEF de manière générale,
c'est pas comme les anciens partis. Par exemple, tu avais un conflit, Wade Idrissa Seck. Idrissa Seck ne voulait pas se sacrifier pour Abdoulaye Wade. Tu prends PS, Senghor et Moustapha Niasse. Moustapha Niasse n'a pas voulu se sacrifier pour Abdou Diouf. Mais là, Ousmane Sonko, dans leur idéologie pastéfienne, il se sacrifie. Avait-il le choix? C'était Bassirou Diomaye Faye ou peut-être il n'aurait pas eu de candidat? Tu vois, les anciens partis, si Ousmane Sonko était au PS ou au PDS, tu es en prison, il ne choisirait jamais quelqu'un. Oui. C'est une question d'idéologie. Oui, oui. Maintenant, pourquoi c'est important de le souligner? Tu vois, le sacrifice, eux, c'est ça qui fait marcher leur relation. Ok. C'est par exemple Ngor. Ngor. La dette morale dont vous parliez. La dette morale. Mais je ne vais pas te trahir tant que nous avons la même vision, la même démarche. Même Soumaï Tago Akyo, on va se séparer sur la base de la sincérité. C'est ça la différence et la force du PASTEF. Maintenant, on est Maintenant, quel avenir donner à ce duo, c'est-à-dire Sonko-Diomaye? Parce que 2029, c'est pas encore arrivé, mais en politique, on peut d'ores et déjà commencer à faire les calculs. Parce qu'en 2029, est-ce que PASTEF ne voudrait pas présenter son leader naturel, Ousmane Sonko? Vous venez de le sous-entendre. Hein? Et en ce moment-là, que va faire le président Bassirou Diomaye Faye? Acceptera-t-il, avec la fonction qu'il occupe, de se ranger derrière Ousmane Sonko et pour jouer quel rôle? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne voudra pas lui aussi, conformément à la Constitution, avoir un second mandat? Est-ce qu'on ne va pas vers un clash en 2029? Disons que déjà le PASTEF table sur 2050. Donc là, ils ont un horizon 2050 qu'ils vont lutter pour rester au pouvoir. Maintenant, les aléas politiques, sont des aléas politiques. Il y a des aléas imprévisibles. Mais pour le moment, la stratégie du PASTEF, c'est le président Diomaye reste dans sa fonction, Ousmane Sonko reste Premier ministre. Le président a 5 ans. Maintenant, du point de vue, je crois, politique, leur priorité devrait être de réussir le premier mandat. Qu'aucun d'eux n'a intérêt à un échec, ni du président, ni du Premier ministre, ni du PASTEF. Donc, ils doivent se concentrer sur la réussite du président de la République. Maintenant, comme je l'ai dit, les aléas sont souvent imprévisibles. Le président, il peut réussir son premier mandat comme il peut échouer, comme il peut avoir un demi-échec. Et là, c'est le PASTEF qui doit quand même réfléchir pour d'abord créer toutes les conditions de la réussite du président. Bon, maintenant, personnellement, Diomaye, il est contraint de rester au pouvoir pendant 5 ans, c'est ça son mandat. Mais par contre, Ousmane Sonko n'est pas contraint d'être Premier ministre 5 ans. Politiquement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, ça montre que Ousmane Sonko doit envisager son retrait du poste de Premier ministre. À quel moment, je ne sais pas. Mais une fois qu'il aura mis en place les politiques publiques et que le président a réellement son pouvoir tel qu'il le souhaite. Il a réussi à asseoir son pouvoir. Son pouvoir, Ousmane Sonko doit se retirer. Hein, parce qu'il peut gêner le président de la République. Il peut le gêner. Parce que ça commence déjà. Parce que la politique, c'est aussi le renouvellement. Il faut que Ousmane Sonko accepte de se renouveler, de sortir de ce... C'est très dur, l'État. Il faut que l'un d'eux soit d'or. Et ça ne peut être qu'Ousmane Sonko. Donc le regard de Ousmane Sonko qui retourne pour ne gérer que son parti, pour ne gérer peut-être que l'Assemblée nationale, c'est mieux pour eux, politiquement. Maintenant, 2029, je crois que l'avantage de Diomaye... Il n'y a pas risque que les deux soient candidats et donc concurrents forcément?
C'est quand ils se séparent. Est-ce possible? S'ils se séparent, c'est évident. S'ils se séparent, ils auront un conflit ouvert. Ousmane Sonko sera candidat. Mais je ne crois pas à cette hypothèse en 2029 parce que ce serait un échec du PASTEF. Et je pense que le PASTEF est assez intelligent pour être à l'abri d'un conflit entre Ousmane Sonko et Diomaye. Ils doivent maintenant, c'est vrai, politiquement, se préparer. Parce que... Donc Ousmane Sonko ne peut pas rester Premier ministre tout le quinquennat, c'est-à-dire 5 ans, les 5 ans. Je ne crois pas. Je crois politiquement ce serait trop risqué parce que quand vous êtes au pouvoir pendant 5 ans, vous êtes usé. Vous êtes peut-être le même, mais l'image qu'on a de vous change complètement. Le pouvoir change votre image. Bon, et si par malheur vous avez une opposition forte, ça peut vous affaiblir en cours de route. Donc pour moi, il vaut mieux rester les 2 ans et demi, le mi-mandat, que Ousmane Sonko se retire. Il ne manque pas au PASTEF des premiers ministres. Ils ont au PASTEF du potentiel. Ils ont des alliés, parmi lesquels on peut trouver un premier ministre. Donc je crois qu'il est conscient de ça. À partir des éléments qu'on a actuellement, il va être la cible pendant 5 ans. Ça débute mal, hein? Donc, non, au contraire. Ah oui? Ah oui, au contraire. C'est l'affaire d'Ousmane Sonko qu'ils sont en train de faire. Imaginez, Macky Sall était président. Macky Sall était chef de parti, chef de coalition. Ce que Ousmane Sonko a subi pendant 4 ans, aucun opposant ne l'a subi au Sénégal. Et pourtant, c'est lui que les Sénégalais ont choisi. Donc, s'il persiste dans cette erreur-là, de diabolisation de Ousmane Sonko, mais c'est clair que Ousmane Sonko, il va au législatif en septembre, il aura une majorité. Donc, ça fait l'affaire de Ousmane Sonko. C'est la même chose pour Wade. Plus le PS tapait sur Abdoulaye Wade, plus Wade devenait populaire. Pendant 25 ans. Il savait qu'au local, il les gagnait, il refusait. Au législatif, il gagnait, il refusait. Présidentiel, la même chose. Mais plus tu tapes sur ton adversaire, plus tu le popularises. Tu fais sa communication. Depuis 48 heures, on ne parle que de Ousmane Sonko. Mais c'est ça qui fait la popularité de Ousmane Sonko. C'est ça qui le crédibilise. Et je crois que l'opposition doit réfléchir. Il y a des contre-coups. Tu ne dois pas faire la communication de ton adversaire. S'ils arrivent à comprendre ça, peut-être qu'ils vont changer de méthode. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Ousmane Sonko va prendre tous les coups. Mais il protège le président. Et lui, il va être l'homme populaire. Le président, peut-être si ça continue comme ça, on ne va même plus parler de notre président. Alors, à propos de Macky Sall, vous parliez tout à l'heure de l'ancien président de la République. Actuellement, il est envoyé spécial du pacte de Paris pour la planète et les peuples. Alors, il y a beaucoup de polémiques qui entourent ce poste, disons. Alors, parce que pour les Sénégalais lambda et même pour certaines voix autorisées, comme la Première ministre Aminata Touré et aussi Boubacar Seye de Horizon Sans Frontières, ils ont dit que c'est un poste humiliant entre guillemets parce qu'un ancien président de la République du Sénégal ne doit pas aller être l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron parce qu'ils ont vu que c'est un poste réducteur. Vous, qu'en pensez-vous? Quel est votre commentaire là-dessus? Bon, je respecte le choix de l'ancien président Macky Sall. Bon, il a accepté ça, il a ses raisons personnelles. Maintenant, politiquement, il y a de quoi s'inquiéter parce qu'on l'a désigné ou nommé envoyé spécial pendant l'exercice du pouvoir. Et je trouve que là, le président n'a pas été très attentif sur l'interférence entre cette nomination et la charge qu'il avait, c'était une charge nationale.
Tu ne peux pas avoir deux charges, une charge nationale et internationale, surtout internationale, entre guillemets, parce que c'est un président comme toi qui t'a désigné. Je crois que là, sur le plan du protocole, il y a vraiment, il n'a pas été attentif. Maintenant, sur le plan politique, je trouve que c'est une grosse erreur de la part du président Macky Sall. Macky Sall est plus utile à l'Afrique qu'à la France. Regardez tous les conflits qu'il y a au Sénégal, en Afrique. Si c'est pour parler de paix, Macky Sall, ancien président de la République, il est plus utile à l'Union africaine. Si c'est pour l'international, il est plus utile à l'Afrique, aux Nations Unies. Avec tout le travail qu'il a fait au niveau de l'Union africaine, des Nations Unies. Sur la question également de la paix, je pense que c'est un mauvais choix qu'il a fait. Il fallait être au service de l'Afrique que d'aller être au service d'un président de la République. Ce qui fait que les gens, ils ont raison de dire que c'est un pion. C'est un pion de qui? De Macron. Et c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas ce qu'on attendait de Macky Sall. Parce que quand même, il est né après les indépendances. Il sait ce que c'est que l'Afrique. Il sait ce que c'est que le panafricanisme. Il ne peut pas, lui, en tant qu'ancien président de la République, accepter le statut d'envoyé spécial. Peut-être des Nations Unies, on pouvait. Même les Nations Unies, il ne devra pas l'accepter. Il devrait aujourd'hui briguer la fonction du chef des Nations Unies. Secrétaire général des Nations Unies. Pourquoi pas? C'est ça qui correspond. Ou même président de la Commission africaine. En tout cas, c'est là qu'on attendait le président. Maintenant, le choix est fait. Le choix est fait. Tout le monde retient que c'est un pion, ce qu'il est au service de la France-Afrique. Ça quand même, ça ne fait pas bon pour son image. Mais avec tous les secrets qu'il a eu à engranger, à savoir en tant que président de la République, des secrets extrêmement profonds au niveau du Sénégal et à même d'autres niveaux, est-ce que la France ne peut pas exploiter ça? Non, disons que la France l'exploite pendant qu'il était en exercice. Il y a aussi des choses qui ne changent pratiquement jamais aussi. C'est ce qu'on reproche à Macky Sall, c'est cette subordination aux intérêts de la France. Personne ne peut comprendre ça. En tout cas, au niveau de l'Afrique, c'est incompréhensible. On parlait tout à l'heure aussi de Horizon Sans Frontières qui est dirigé par Boubacar Sèye. Alors lui, il a clairement dit, ce n'est pas Horizon Sans Frontières, mais c'est sa personne à lui. Il a lancé une pétition au niveau des réseaux sociaux. Il est en train de réunir des signatures virtuelles donc, pour l'extradition de Macky Sall parce qu'il voit qu'il doit être traîné devant les cours et tribunaux parce qu'entre mars 2021 et juin 2023, il y a eu 80 morts, un chiffre jamais atteint au Sénégal, et il se dit que celui qui commandait les forces de l'ordre à l'époque doit venir au moins éclairer la lanterne des Sénégalais pour qu'ils sachent ce qui s'est passé. Vous cautionnez ces signatures? Non, pas que je cautionne, mais je comprends. Ça fait mal que les Sénégalais quand même découvrent que Macky Sall, pendant son règne, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu un abus. Il y a eu pour avoir participé à des manifestations, même à supposer que ces manifestations soient interdites, la mort n'était certainement pas la meilleure réponse portée à ces contrevenants. Oui, je crois. Je crois que c'est ce que je te disais. Je comprends que des Sénégalais veulent savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qui a ordonné ces meurtres? Pourquoi il y a eu cette décision? Quelle est la responsabilité du président de la République? Parce que si c'était qu'un mort, entre guillemets, je m'excuse pour ces propos, mais même un mort sous le règne d'un président de la République, quand c'est une mort suspecte, les citoyens, le peuple a droit de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et bien là, on franchit 30, 50, 80, plus des blessés, plus des gens handicapés à vie. C'est une plaie
que Macky Sall laisse. Donc je comprends que les gens veuillent faire une pétition, mais à mon avis, au-delà du fait qu'il faut laisser les gens exprimer leur souhait, c'est la majorité actuelle, le président de la République Diomaye, ils doivent essayer de créer les conditions pour débattre. C'est très douloureux. Quand tu entends les familles des victimes, là, ils ne demandent qu'une chose, c'est la justice. Donc Macky Sall doit être extradé. S'il refuse de venir de son propre gré, non, pour moi, bon, ça ne se pose pas en termes d'extradition. C'est un peu violent l'extradition. Ouais. Parce que pour être extradé, il faut être jugé. Il faut qu'il y ait une instruction judiciaire. Donc ça demande des conditions juridiques qu'on ne peut pas à l'état actuel réunir. Mais par contre, le débat démocratique, c'est au président Diomaye et à son gouvernement de créer des conditions pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qu'il faut donner comme explication? Il y a des gens qui ont perdu leur gosse, qui étaient étudiants, qui étaient élèves ou qui étaient travailleurs. Les handicapés de leurs biens aussi, les commerces saccagés. Mais l'État doit défendre ces citoyens-là et leurs familles. Et je crois qu'il y a ce devoir de mémoire. C'est le gouvernement qui doit créer les conditions. Maintenant, s'il y a un débat sincère, genre vérité, réconciliation, comme on a fait en en Afrique vérité, du Sud. réconciliation, qu'il y ait récompense et qu'il y ait réinsertion sociale. Mais en ce moment, le président de la République, Macky Sall, ne peut pas être insensible à cette dynamique-là. Il peut trouver, s'il est au Sénégal ou s'il est ailleurs, il doit être présent ou représenté. Parce que peut-être que... Parce que ce sont tous les segments de la nation qui seront réunis à ce moment-là. Je pense que c'est la meilleure procédure. Si les Sénégalais se retrouvent et disent qu'il y a eu ça et ça, que voilà l'explication, que voilà comment on va dépasser, le président Macky Sall ne peut pas ne pas intervenir, ne serait-ce que pour demander pardon. Maintenant, s'il y a un conflit ouvert, que le dossier par extraordinaire remis à la justice, c'est là que va intervenir la justice. Si jamais les assises de réconciliation et pardon aboutissent à une recommandation qu'il faut entendre le président de la République, mais là, l'État du Sénégal pourra faire appel pour faire venir, en tout cas pour entendre l'ancien président de la République et voir quelle est la procédure juridique qui correspond à son audition. Ce sera une première, mais on va essayer de passer à, disons, autre chose. Le Sénégal est devenu très récemment un pays producteur de pétrole. Alors, on a commencé à extraire le pétrole. Le gaz aussi, je pense, n'est pas tellement loin, les échéances en tout cas. Alors, mais les Sénégalais ont été vraiment dépités d'apprendre que, ne serait-ce que Woodside, la compagnie australienne, empoche 82%, alors que le Sénégal, qui est détenteur des terres, qui est détenteur de la mer qui produit le pétrole, ne reçoit que 18%, donc une portion congrue des revenus de son pétrole, ne serait-ce que de ce côté. Et les autres contrats aussi semblent aller plus ou moins dans le même sens. À ce rythme, est-ce qu'on pourra profiter de notre pétrole comme l'ont fait l'Arabie Saoudite, comme l'ont fait le Koweït, comme l'ont fait les Émirats Arabes Unis? Est-ce que les ressources minières, de manière générale, appartiennent vraiment au peuple sénégalais, comme le stipule la Charte fondamentale? Sur le plan juridique, formel, les ressources nationales appartiennent au Sénégal et à son peuple. Ça, c'est juste sur la format, au niveau juridique. Mais dans le fond, nos ressources sont contrôlées par les multinationales. C'est le cas du pétrole, c'est le cas de l'or, c'est le cas de pratiquement même si vous prenez la pêche, donc, ou la télécommunication. Donc les secteurs stratégiques nationaux sont exploités par des sociétés étrangères. Maintenant, ce qui est anormal, c'est notre gouvernement n'a pas bien négocié les contrats. Comme tu l'as dit, si on prend Sangoma, 18% contre 82%, ça veut dire... Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ah ouais. Donc ça veut dire que tu as mal négocié. Mais pourquoi ils ont mal négocié? C'est facile à comprendre. Qu'on a un État qui vit de subsides.
C'est-à-dire? C'est pas comme l'Arabie Saoudite ou les pays arabes. Les pays arabes, ils avaient assez de pétrole. Au départ, ils t'amènent, tu fais un contrat, tu exploites, quand le pétrole sort ou le gaz, bon, vous essayez de vous entendre sur les contrats. Mais à un certain moment, tous les pays arabes ont dit que mais ça, on ne va plus accepter ça. Ils ont décidé d'avoir une politique contraire. C'est-à-dire que j'ai mon pétrole, tu as ta société, tu exploites. Tu exploites 1 an, 2 ans, 3 ans, mais moi, je te paye. Tu n'es qu'un travailleur pour moi. Tu exploites, mais le matériel, c'est pour moi. Le pétrole, c'est pour moi. C'est moi qui le vends. Maintenant, même si je dois te payer des milliards, je te paye tes milliards. Tu n'as aucune emprise sur le... Mais parce que c'est le bien de l'État. C'est le bien du pays. Tu ne peux pas être étranger et contrôler 50%, 90% d'un produit national. Oui. C'est ça notre malheur. Nous, on a eu des gouvernants qui ne sont pas assez... Et est-il facile de renégocier, comme on l'entend souvent avec le nouveau régime? Non, c'est impératif de négocier, renégocier. On ne peut pas ne pas renégocier. Ça, je crois qu'il n'y a pas de doute que le président Diomaye, il en est conscient. Maintenant, quand on dit renégocier, ça ne veut pas dire qu'on va les chasser. On essaie de voir comment répartir de manière beaucoup plus juste. Comme je t'ai dit tout à l'heure, avec Woodside, on a une première expérience. Ce n'est pas à notre faveur. Mais lui, il faut qu'on essaie de négocier. Est-ce qu'on peut passer à 20%, 30%, 35% et rééchelonner? Ça dit qu'au lieu qu'on dise que dans 50 ans, tu es le maître, mais dans 10 ans, tu n'es plus maître. C'est ça que tu renégocies le contrat. C'est-à-dire que tu as déjà le pétrole. Oui. Tu avais convenu avec lui qu'il a 82%, mais tu te rends compte, avant même qu'on ne commercialise, c'est à ton détriment. Oui. Donc l'État doit être capable de renégocier et pourquoi pas même faire intervenir d'autres compagnies pour réduire l'emprise de C'est ça que tu renégocies. Mais en même temps, par exemple, Petrosen, qui n'avait que 18%, tu renforces les capacités de Petrosen pour que demain, Petrosen puisse compétir à 50%. C'est ça que tu Donc ça doit se faire progressivement, ça ne peut pas se faire brusquement. Non, honnêtement, le gouvernement a intérêt à faire attention. C'est une affaire d'experts. Il faut réfléchir, donner la possibilité à des experts, soit dans le pétrole, soit dans le gaz, soit dans les mines ou dans la pêche. Tu travailles en amont avec tes experts avant de négocier quoi que ce soit. Parce que eux, les multinationales, leur force... Former aussi la population au métier du pétrole. Former la population, mais les élèves, les étudiants, oui. les curricula. Tu sais que tu as du pétrole dans 30 ans, 50 ans. Mais tu ne dois pas attendre dans 30 ans pour avoir des ingénieurs en pétrole. On a des écoles qui ne sont là que pour ça. Et même l'argent de ce partenaire-là, mais pourquoi pas l'imposer la formation de Sénégalais dans sa société. Qu'il y ait un transfert technologique. De technologie. Donc ça demande un travail sérieux d'experts. Maintenant, le pouvoir accompagne ce processus de réflexion parce que les négociations, c'est entre experts. Ces grosses sociétés-là, ils ont leurs experts à travers le monde. Il suffit juste qu'ils envoient quelque chose, c'est traité par des experts, ils ont des réponses. S'ils ont à négocier, ils ont leurs experts sur le plan juridique, sur le plan financier, sur le plan marché pétrolier. Mais c'est des États. C'est des États qui négocient. Ils sont très puissants. Et mais quand même, expert ou pas expert, 18% quand même sur 100%, est-ce qu'on n'a pas besoin d'être expert pour savoir que ça va à notre détriment? Non, ça c'est la politique. C'est pour ça que Diomaye, il a raison, qu'il faut renégocier. Et il n'y a que lui qui a l'autorisation pour dire aux gens, bon, écoutez, il y a un ancien régime, il est parti,
moi je suis nouveau. Je ne peux pas accepter ça. Il est bien placé pour le faire. Bah oui. Et je crois que c'est la volonté politique qui a manqué à l'ancien régime. Bon, il voulait aussi capter l'argent étranger. Ouais. Et je crois que nous, il faut qu'on change de Il y paradigme. avait une certaine précipitation aussi pour exploiter, dire que c'est sous mon mandat qu'il y avait des relents politiques aussi. Voilà, ça a joué. Que nos chefs d'État, ils aiment se glorifier en disant que mon pays est pétrolier, mon pays est gazier. Bon, ça s'est passé sous mon règne. Voilà, ça aussi. Avec ce nouveau régime aussi, l'autre phénomène qu'on a remarqué, c'est la sortie de l'ombre de la grande muette, l'armée. L'armée, lors de la Tabaski, on l'a vu avec la société Dakar Demdix, les militaires ont acheminé les différents voyageurs qui voulaient aller dans les coins et recoins du pays pour fêter la Tabaski, au vu de l'augmentation des tickets de transport. Alors, lorsqu'il s'est agi aussi d'hivernage, on a constaté que l'armée a procédé au transport des semences et des engrais. Et même récemment, avec le CFE, certificat de fin d'études élémentaires, l'armée a pris la responsabilité sur elle d'acheminer les épreuves au niveau des différentes localités du pays. Est-ce que cette implication de l'armée dans la marche quotidienne du pays, est-ce que ce n'est pas un risque? Parce que là, quand on parle de distribution de semences et d'engrais, quand on parle de CFE, il peut y avoir des tricheries, il peut y avoir des choses, ils peuvent être exposés à même des corruptions supposées ou réelles. Ils peuvent aussi subir le mécontentement des uns qui n'ont peut-être pas reçu ou qui jugent qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils devaient recevoir, alors que l'armée doit être cette instance de dernier recours. Est-ce qu'il n'y a pas risque à impliquer l'armée dans le fonctionnement normal du pays? Bah, peut-être qu'il y a des risques potentiels, mais quand même, il faut comprendre ce qui se passe réellement dans notre pays. C'est que pendant ces 4 dernières années, nos forces de sécurité ont eu une mauvaise presse, une mauvaise image, parce que les forces on parlait tantôt des problèmes des blessés, des morts pendant les événements. Pendant 4 ans, on a eu une image très négative des forces de sécurité. Les Sénégalais croyaient que la police et la gendarmerie, mais pas l'armée. Même l'armée, ouais. Que quand elle sortait, à chaque fois qu'il y avait des audiences de Ousmane Sonko, on était dans un état de siège permanent. Ouais. On a créé une image très négative des forces de sécurité et de l'armée. Là, c'est une façon de les... Mais ça permet de polisser l'image de l'armée. L'armée-nation, elle est citoyenne, fondamentalement. Elle s'occupe de la sécurité, c'est vrai, mais c'est une armée-nation, c'est une armée citoyenne, c'est une armée républicaine. Et je crois que c'est même... Qui n'a jamais commis de coup d'État, par exemple. Jamais commis de coup d'État, mais qui est au cœur du développement du Sénégal. L'armée sénégalaise a un secteur génie civil extraordinaire, qu'on ne peut pas trouver au niveau des autres segments. Que ce soit la route, que ce soit Mais si l'administration était vraiment ce qu'elle devait être, est-ce qu'aujourd'hui, l'armée serait là à acheminer les épreuves du CFE, à acheminer les engrais, etc.? Oui, bien sûr. C'est ça que j'essaie de dire. C'est des dysfonctionnements. L'administration sénégalaise, elle a des défaillances énormes. La politique, elle a ses défaillances. Aujourd'hui, la crise de l'administration et de la politique, c'est ça qui fait qu'on n'a plus confiance ni à l'administration, ni aux politiciens. On fait plus confiance aux militaires parce qu'au moins, on suppose que lui, c'est un citoyen. Il est honnête, qui ne va pas se mettre au service d'un clan. C'est pour ça qu'on les fait intervenir donc dans le transport ou dans la sécurité des épreuves, parce qu'ils sont à l'abri de la corruption de l'administration et des politiques. Là, au moins, ça rassure. Je pense que c'est ça qui explique que l'armée intervient au niveau de la distribution des engrais ou au niveau des épreuves. Mais, comme tu l'as dit, il y a un risque.
Il ne faut pas qu'on banalise l'intervention de l'armée. Ils ne sont pas venus du ciel par parachutage aussi. Voilà, ils ne sont pas venus pour combler, pour prendre la place de l'administration ou des politiques. Non, dès que l'administration va se restaurer, il faut absolument que l'administration apprenne. Ah oui. Qu'elle soit aussi crédible que l'armée. Les politiques, il faut qu'ils soient aussi crédibles que l'armée. L'armée s'occupe de la sécurité, mais l'administration s'occupe du service public. Effectivement. C'est ça qu'il faut essayer. Le risque, c'est de confondre l'armée à l'administration ou à la politique. Ou que l'armée soit utilisée par l'administration ou par les politiques à des fins privées. Donc ça ne doit pas être régulier, ça ne peut être que ponctuel suivant une situation. Moi, je pense que c'est conjoncturel. Il ne faut pas trop utiliser l'armée dans ce genre d'opération. Bon, je peux comprendre, c'est un nouveau régime. Mais pour l'année prochaine, je crois que ce n'est pas pensable qu'on puisse reconduire pour distribuer les engrais, qu'on puisse ce dispositif, encore moins au niveau de l'enseignement. Je crois que ce soit le ministère de l'Agriculture ou le ministère de l'Éducation ou les ministères de l'Enseignement supérieur, c'est à eux d'assurer. Oui. C'est pas, l'armée peut à la limite encadrer, de sécuriser. Mais c'est pas aux militaires quand même de distribuer main à main. Je pense que c'est pas bon pour l'image de nos militaires. La dernière question peut-être sur l'international, puisque le Rassemblement national s'apprête vraisemblablement, si on se base sur les sondages, à venir aux affaires en France en tant que Premier ministre, en occupant Matignon. C'est ce que les sondages avancent en tout cas. Le 30 juin, les législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, ils ont commencé déjà à parler des doubles nationalités, ce qui impacte beaucoup les Sénégalais qui sont binationaux. Alors, quel impact peut avoir l'arrivée du Rassemblement national en France, en Afrique en général, mais au Sénégal de manière particulière? Bon, disons qu'à mon avis, c'est peu probable que le Rassemblement national gagne les législatives parce qu'il y a eu une nouvelle force politique, le Front populaire, qui regroupe beaucoup d'acteurs politiques. Je pense que les Français sont très sensibles au racisme et aux inégalités et aux conséquences négatives de l'arrivée du rassemblement au pouvoir. Je crois qu'il y aura une réaction qui fera que le RN ne va pas gagner, je crois, les législatives, telles qu'en tout cas les prévisions, les pronostics. Mais ça sent dangereux parce qu'à chaque échéance électorale, le RN s'approche. Oui, ça c'est des erreurs de Macron. Je crois que c'est Macron qui a favorisé la cristallisation du débat politique français entre sa majorité et le Rassemblement national. C'est lui qui a produit ça. Bon, c'est des erreurs politiques. Bon, je crois que... Il n'aurait pas dû dissoudre l'Assemblée nationale, d'après vous, Emmanuel Macron? C'est un risque énorme qu'il a pris de dissoudre, mais c'est politique aussi. Il sait que il met les Français à l'épreuve. Il les met à l'épreuve parce que si le RN arrive à la primature, ça va modifier énormément de choses. Et je crois qu'il attend probablement une réaction positive de son camp et le Front populaire, comme je l'ai dit. C'est le même type d'inquiétude qu'on a en Afrique. Oui. Que les Sénégalais qui sont en France, ils ne vont jamais voter pour le Rassemblement national. Il y en a beaucoup de Sénégalais qui ont la nationalité française qui vont voter. Ils sont conscients. Et même si tu vois l'arrivée de Macron au pouvoir, beaucoup de Sénégalais qui ont la double nationalité étaient dans la mouvance de Macron. Il y a eu même un ministre de l'Éducation d'origine sénégalaise. Donc les Sénégalais, les Africains de manière générale, sont conscients des enjeux. Qu'un courant raciste au pouvoir, ça va modifier
la relation entre le gouvernement et les Africains en France, mais ça va modifier les relations entre le gouvernement français et les gouvernements africains. Parce qu'ils n'ont pas du tout le même regard que la droite. Ça risque encore d'aiguiser le sentiment anti-français. Effectivement. Mamadou Sy Albert, journaliste et politique, merci encore une fois d'avoir bien voulu répondre favorablement à la première invitation de temps d'antenne. Alors merci beaucoup et nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs dimanche prochain à 11h, mais en attendant, nous allons vous laisser parler aux téléspectateurs. Non, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que je l'ai fait. Et bonne chance à ta nouvelle maison, oui. Et tous mes encouragements à tes collègues. Merci et à très bientôt sur Go Dakar TV. Merci, à dimanche prochain, 11h. Midi sur Go Dakar TV, dans temps d'antenne Go Dakar TV, la chaîne qui vous amène de l'avant.